Bonjour à tous et bienvenue pour le cours numéro 12 de programmation C. Donc il s'agit du dernier cours. On va étudier une petite ouverture qui concerne ici la génération aléatoire d'entiers en C. Donc on va voir comment sont constitués les générateurs pseudo-aléatoires de nombres et on va voir comment on les utilise de manière propre dans nos programmes. Alors en introduction, on va étudier le code suivant. Alors ici vous avez tout un programme entier, donc la fonction principale main ici. Elle appelle 17 fois la fonction valeur aléatoire et affiche son résultat. Alors ici cette fonction valeur aléatoire, vous pouvez voir qu'elle est paramétrée par deux entiers, min et max. Donc, vous avez ici les préassertions qui nous indiquent que min et max doivent être des entiers positifs ou nuls avec min plus petit que max. Et là, ce qu'on décide de faire, eh bien, c'est de renvoyer donc la somme de min plus un entier généré aléatoirement, pour lequel on prend le modulo de max moins min plus 1. Donc en fait, si vous voulez une explication intuitive de ce que va faire ce petit bout de code, c'est que ça va vous renvoyer une valeur aléatoire comprise de manière inclusive entre min et max. Donc je vais vous montrer ici un exemple d'exécution. Alors on va commenter cette ligne-là qui est cruciale, parce que c'est elle qui va nous guider dans la suite des explications. Donc ici, si vous compilez ce bout de code-là, donc sans le srand ici, et qu'on exécute, on obtient par exemple ceci. Donc là, vous voyez que vous avez sur la sortie standard, eh bien, 17 valeurs générées aléatoirement comprises entre la valeur 2 et la valeur 9. Donc je peux encore réexécuter le code plusieurs fois. Vous avez à chaque fois ici des mêmes valeurs qui sont affichées, malgré le rand ici qui nous laisse penser qu'on aurait des valeurs aléatoires. Alors justement, déjà, on va expliquer comment avoir à chaque lancement des valeurs réellement aléatoires. En fait, il suffirait de faire un srand de nul dans le main ici en toute première instruction. En tout cas, avant d'appeler valeur aléatoire. Donc là, vous allez voir que vous allez avoir un résultat différent. Vous voyez ici, si je compare les exécutions. Là, on commençait par 9,8 et là, on a 5,8. Voilà. Donc là, le srand, on va expliquer comment marche justement cette instruction dans la suite, vous assure d'avoir à chaque fois une nouvelle configuration, une nouvelle suite de nombres qui va apparaître. Donc maintenant, si j'enlève ce srand et que je le mets dans la fonction, on peut se dire intuitivement que on peut réinitialiser notre générateur aléatoire à chaque fois. On peut se dire que ceci va justement renforcer le caractère aléatoire de notre génération et on aura une petite surprise. Si vous faites le srand au sein de la fonction de génération aléatoire, et non pas comme on l'a fait tout à l'heure dans le main, eh bien vous avez une suite qui n'est pas du tout aléatoire. Alors là, elle change cette fois-ci, mais j'ai toujours les mêmes entiers qui s'affichent. Donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut avoir dans la pratique, évidemment. Alors il y a une probabilité infime, elle existe, mais c'est très très difficile de trouver l'exemple en exécutant ceci comme ça. Il y a une probabilité infime pour que vous ayez une transition, c'est-à-dire une suite de mêmes nombres et une suite de nombres différents. Mais elle est vraiment très très difficile à obtenir et je vais vous expliquer justement pourquoi dans la suite. Ok, très bien. Donc on va commencer ce cours par des généralités sur les générateurs aléatoires de nombres. Pour l'instant, on peut se placer dans un cadre même un peu plus général. On va parler d'ensemble de on va parler plutôt de générateurs aléatoires sur un ensemble d'objets qui peuvent ne pas être pour l'instant des nombres. Donc un générateur aléatoire sur un ensemble E d'objets, c'est une fonction petit g à valeur dans E, donc ça veut dire que votre fonction vous renvoie des éléments de grand E. Donc c'est une fonction mathématique que vous pouvez implanter informatiquement par une fonction C par exemple. Et ce qui est important, c'est que votre fonction est non déterministe. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous appelez votre fonction plusieurs fois,
avec des entrées identiques, ou avec 0 entrée si votre générateur aléatoire ne prend pas d'entrée, bien vous devez avoir des résultats potentiellement différents. Voilà, c'est ça que ça veut dire non déterministe. Vous avez le droit d'avoir des résultats qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc ici, on cherche à avoir une caractéristique qui est assez commode pour les générateurs aléatoires, qui est que tous les éléments de votre ensemble grand E ont la même chance d'être générés. Il n'y a pas d'éléments qui surviendraient moins souvent qu'un autre. On va dire que tous vos éléments sont équiprobables. Si vous posez ça formellement avec la théorie des probabilités, vous avez que les événements d'apparition de chacun des éléments de votre ensemble E, via votre générateur aléatoire G, sont identiques. Et quand vous avez ce comportement-là, vous avez ici donc un générateur que l'on qualifie d'aléatoire uniforme. Donc un générateur uniforme pour parler un peu plus vite. Donc vous avez un exemple tout simple qui vient du monde réel, qui vient de la physique. Vous prenez un dé à 6 faces, qui est considéré comme étant équilibré, donc non pipé, non truqué. Eh bien le procédé qui consiste à lancer votre dé, vous pouvez appeler ça G. Ça prend évidemment pas d'entrée, vous n'avez pas de paramètres possibles. Vous lancez votre dé et vous avez ici, donc, en lisant la face du dé donné, un générateur aléatoire uniforme. Toutes vos faces ont la même chance d'être générées. Vous pouvez avoir des variantes, si vous avez des dés pipés, vous avez des générateurs aléatoires non uniformes qui peuvent être intéressants en pratique aussi, mais en fait les plus intéressants des générateurs sont ceux qui sont uniformes parce que vous pouvez en fait recoder les autres générateurs en faisant attention. Donc on aime bien avoir ce caractère universel offert par les générateurs aléatoires uniformes. Très bien, donc ici on va maintenant justifier leur intérêt en pratique dans le monde de la programmation principalement et de l'algorithmique. Alors la première application des générateurs aléatoires porte sur les méthodes de Monte-Carlo. En fait, vous avez des algorithmes qui ont besoin, pour fonctionner, de valeurs générées aléatoirement. Alors, 2 exemples que je peux vous donner pour l'instant. Le premier exemple, c'est le TP numéro 9 du voyageur du commerce. Vous avez utilisé des méthodes qui viennent de la programmation génétique, donc des choses quand même assez avancées. Et vous avez pu voir que dans cette méthode-là, vous allez commencer par générer des solutions qui sont peut-être pas bonnes, mais qui vous servent de point de départ, qui sont des solutions générées aléatoirement. Donc vous avez ici besoin de générateurs aléatoires pour générer des chemins, pour générer des réponses à votre problème du voyageur du commerce. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qui rentre dans cette catégorie des algorithmes de Monte-Carlo, c'est le suivant. Vous avez une forme géométrique qui figure comme entrée de votre algorithme. Donc ça peut être par exemple une forme pour un lac, pour une région dans un planisphère par exemple, mais c'est une région qui a une forme assez complexe et il est assez difficile d'avoir une formule pour calculer sa superficie. Et en fait, vous pouvez obtenir une bonne approximation de la superficie de votre région simplement en tirant au hasard des points dans votre plan et en faisant un ratio entre le nombre de points qui tombent dans la région et le nombre de points qui ne tombent pas dans la région mais qui sont dans un rectangle englobant de votre surface sur laquelle vous portez votre intérêt. Mais en faisant ce calcul de ratio, en le comparant la superficie de votre rectangle qui englobe votre surface, qui lui possède une superficie facilement calculable, et bien vous pouvez en déduire une approximation de votre superficie. Alors il y a une légende, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui dit que dans des temps reculés, pour calculer les superficies de lacs, eh bien ce qu'on faisait, c'est qu'on tirait avec des canons, en fait des boulets, de manière un peu aléatoire pour quadriller notre région, et on faisait ainsi un calcul de proportion entre les boulets qui sont tombés dans le lac et ceux qui sont tombés à côté. Et donc ça vous donnait une approximation de la superficie de votre lac. Alors,
Je pense que c'est une légende, mais ça vous donne quand même une idée de l'intérêt de générer justement des éléments au hasard pour faire ce type de calcul. Deuxième utilisation de l'aléa, celle-ci porte sur les tests des algorithmes. En fait, si vous implantez un algorithme de tri, mettons, voilà, je sais pas, vous implantez un tri par bulle, eh bien vous allez le tester en donnant des tableaux que vous allez créer à la main, et puis vous allez comparer ce que vous renvoie votre programme par rapport à la version triée du tableau. Ça c'est très bien, mais le problème c'est que quand vous créez vous-même vos propres exemples à la main, eh bien vous êtes biaisé parce que les exemples sont créés par vous, humains, et vous pouvez simplement oublier des cas, oublier des particularités. Donc en fait, on aime bien, pour tester un algorithme, écrire un générateur aléatoire d'entrée possible. Donc dans le cas des algorithmes de tri, vous allez générer des tableaux d'entiers au hasard pour les donner à votre algorithme de tri qui va pouvoir être testé sur ces données aléatoires. Donc pareil, si vous avez des algorithmes qui traitent sur les arbres, comme des algorithmes pour équilibrer des arbres, pour traiter les arbres rouges-noirs par exemple, bah on aime bien avoir des fonctions qui vont vous créer des arbres aléatoires pour faire justement cette construction d'exemples à votre place et ne pas avoir de problème d'être biaisé dans la construction des éléments. Donc voilà, là vous avez vraiment un intérêt crucial de la génération aléatoire pour construire de manière automatique des exemples pour tester vos algorithmes et vos implantations d'algorithmes, et donc espérer avoir du code le plus certifié possible. Le troisième exemple, alors ça vous auriez pu le deviner vous-même très facilement, je pense que vous y avez pensé immédiatement. Donc les générateurs aléatoires servent pour simplement avoir des comportements un peu imprévisibles dans des applications, comme par exemple dans des jeux. Voilà, donc là ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus ce point-là qui est tout aussi important que les autres finalement. Et un quatrième point, alors là qui touche un peu plus à la cryptographie, donc la science, la branche de l'informatique qui consiste à protéger les données, à les crypter et également à attaquer des systèmes qui cachent cryptent de l'information. Eh bien vous pouvez utiliser des générateurs aléatoires pour construire à votre place par exemple des mots de passe ou alors des clés de chiffrement. Encore une fois, si vous écrivez vos mots de passe vous-même, vous pouvez être lisible assez facilement parce que vous pouvez oublier des régularités qui seraient trouvées par un attaquant, alors que si vous générez des mots de passe par un algorithme de génération aléatoire, en général, vous avez moins de risques de vulnérabilité pour votre mot de passe. Donc ça rejoint un petit peu le point numéro 2 simplement pour générer des données, si possible non biaisées, à l'aide d'un algorithme de génération aléatoire. Donc voilà pour les motivations. On pourrait étendre la liste évidemment. Là je vous ai donné ici les principales. Ok, alors on va rentrer un petit peu dans la théorie maintenant et on va à partir de maintenant se concentrer sur des générateurs aléatoires d'entiers. Je vous ai dit dans l'introduction qu'on s'intéresse à générer simplement des objets quelconques, pas forcément des entiers. Mais en fait, on peut se restreindre à la génération d'entiers, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous savez générer des entiers, avec un petit peu de travail, parfois ça peut demander pas mal de travail, mais en tout cas ça reste accessible, vous pourrez générer finalement des données d'un autre type. Donc, on va parler de générateurs aléatoires d'entiers d'ordre n, un générateur sur l'ensemble des entiers qui vont de 0 à n-1. Donc vous voyez bien que là, votre ensemble contient n éléments possibles, et ce sont ça vos objets. Donc là, le nombre d'éléments, c'est l'ordre de votre générateur. Maintenant, si vous avez un générateur aléatoire d'ordre n, eh bien en fait, vous pouvez l'utiliser pour en faire un générateur aléatoire sur un ensemble d'objets grand E, dont le nombre d'objets de grand E, donc le cardinal de E, est petit n. En fait, pour ça, c'est simple. Vous allez disposer, une bonne fois pour toutes, vos éléments de grand E dans un tableau de taille n.
Et pour générer vos objets de grand E, bah, il suffira simplement d'appeler votre générateur aléatoire d'entier d'ordre n, de générer un entier et l'utiliser comme un indice pour lire en fait l'élément à l'indice spécifié par le tableau. Donc voilà, si vous savez générer des entiers compris entre 0 et n-1, vous pouvez simplement, en utilisant ce procédé de tableau, générer un objet parmi un ensemble de n objets. Voilà, donc nous on va s'intéresser encore une fois uniquement au générateur aléatoire d'entiers et on va expliquer comment à partir d'un générateur aléatoire d'ordre n vous pouvez construire un générateur aléatoire d'ordre k avec k plus petit que n. Alors voici l'idée, et cette idée vous la connaissez parce que vous l'avez déjà utilisée. Vous pouvez simplement réduire l'ordre d'un générateur aléatoire d'entiers avec l'opérateur modulo. Ah oui, parce que si vous avez un générateur aléatoire G d'ordre n, donc encore une fois il vous permet de générer les entiers compris entre 0 et n-1, et vous souhaitez obtenir un générateur aléatoire petit h d'ordre k, donc qui vous servira à générer les entiers compris entre 0 et k-1, bah simplement vous allez construire votre générateur h en prenant ce que vous renvoie G et vous allez le réduire modulo k. Donc quand vous réduisez une valeur modulo k, celle-ci sera comprise inclusivement entre 0 et k-1. C'est l'une des propriétés du modulo mathématique. Et donc ça vous permet de réduire votre ordre de votre générateur. Alors, il n'y a pas de moyen correct, on va dire, en tout cas qui préserve un bon comportement des générateurs pour augmenter l'ordre, mais vous avez ici un moyen justement de le diminuer. Voilà, donc on va dire que H, le générateur aléatoire qu'on vient de considérer ici, eh bien c'est la réduction de petit g à l'ordre k. Donc G est un générateur d'ordre n et H est un générateur d'ordre k. Et maintenant on va s'intéresser à la propriété d'uniformité du générateur H ainsi obtenu. Je vous rappelle qu'un générateur est uniforme si tous les nombres qu'il permet de générer ont la même probabilité d'être engendrés. Donc là on va supposer qu'on a un bon générateur G, il est uniforme. Voilà, en pratique, encore une fois, on l'a déjà dit, mais on veut avoir des générateurs aléatoires uniformes. On ne veut pas privilégier des sorties possibles. Donc ici, on va prendre un exemple où G est un générateur aléatoire uniforme d'ordre 4, et vous permet donc d'engendrer les entiers entre 0 et 3. Et on va considérer la réduction à l'ordre 3 de G. Et on va appeler cette réduction H. Donc H, en théorie, il vous permet d'engendrer les nombres compris entre 0 et 3 moins 1, donc entre 0 et 2. Maintenant, on va regarder, mais comment on connecte les sorties de G par rapport aux sorties de H. Je vous rappelle la définition H. Ce que nous renvoie H, c'est ce que nous renvoie G modulo K. Donc, si vous prenez l'exemple, si G vous renvoie 0, 0 modulo 3, ça fait 0. Si vous renvoie 1, bah vous avez H qui renvoie 1. Si G vous renvoie 2, vous avez H qui renvoie 2. Et si G renvoie 3, eh bien H va renvoyer 3 modulo 3, c'est-à-dire 0. Et là, vous pouvez donc observer qu'il y a deux façons d'obtenir 0 dans H, et exactement une façon d'obtenir 1, et exactement une façon d'obtenir 2 dans H. Et donc en fait, si vous mettez les choses ensemble, c'est pas très difficile de voir que vous avez une probabilité de 2 sur 4, et vous avez 4 configurations de création pour G, et il y en a 2 qui arrivent sur H, donc vous avez 2 chances sur 4 de créer 0, donc c'est d'ailleurs une probabilité de 1,5 pour 0, alors que vous avez exactement une chance sur 4 de créer 1 et 2. Et bien donc là, vous pouvez observer que l'uniformité de génération pour H est perdue. H n'est pas un générateur aléatoire uniforme. Donc ça, vous pouvez le tester facilement en C. Vous créez vous-même un générateur uniforme d'ordre 4 et vous le réduisez à l'ordre 3 et vous allez voir, si vous faites un petit peu de statistiques sur les sorties, que vous allez avoir des probabilités très proches de celles qu'on a mentionnées ici. Donc à retenir, la réduction, en théorie, vous offre un nouveau générateur qui n'est plus uniforme. Alors on va quand même expliquer que c'est pas très grave en pratique. Donc ici vous avez des calculs, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas exactement
à 100% ce qu'on est en train de faire ici. Là, c'est juste qu'on a formalisé le comportement de non-uniformité de la réduction H de G. Donc en fait, la seule chose à retenir, c'est que vous avez deux classes en fait d'entiers. Vous avez ceux qui sont compris entre 0 et n modulo k-1, qui ont une probabilité d'être engendrés qui est un peu plus grande. Et les grandes valeurs, donc qui vont de n modulo k à k-1, qui ont une probabilité plus petite. Donc ici, là, vous avez un seul petit qui a une probabilité plus grande, donc de 1,5, et un autre segment de nombre plus grand qui a une probabilité plus petite. C'est ça qu'il faut retenir pour l'instant. Vous pourrez regarder tranquillement cette diapo si les détails mathématiques vous intéressent. Mais en tout cas, voilà, vous avez maintenant deux classes d'entiers générés par H qui ont des probabilités légèrement différentes. Ok, très bien. Mais si on fait des simulations, même des calculs exacts, parce qu'on peut parfaitement les faire, eh bien on peut s'apercevoir que la réduction, quand elle est faite avec des valeurs raisonnablement grandes, ne pose pas de problème. Alors j'explique ce que ça veut dire ici. Là, ici, vous avez, mettons, un générateur G d'ordre 400, et vous en faites un générateur H d'ordre 101. Ici, vous avez la probabilité d'engendrer les petits entiers. Donc chaque petit entier a ici une probabilité de 0,01 d'être engendré, tandis qu'un grand a une probabilité ici de 0,075, donc sensiblement plus petit. Le rapport entre les deux probabilités est quand même de 1,33. Donc ça veut dire qu'il y a une différence sensible entre les deux générations, les deux classes de génération possibles. Donc H ici, votre générateur H est vraiment, on peut pas le qualifier vraiment d'uniforme. Mais vous pouvez vous apercevoir que l'ordre de votre générateur initial n'est pas beaucoup plus grand que l'ordre de votre générateur visé. Donc ici, vous avez une limitation qui est que l'on pouvait prévoir. Tandis que si vous commencez à prendre un générateur aléatoire uniforme d'ordre 5000 pour obtenir un générateur d'ordre 99, là vous pouvez vous apercevoir que le rapport entre les grandes probabilités et les petites est assez faible ici. Là on peut quasi dire que vous avez un générateur aléatoire uniforme. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser ce générateur-là pour écrire une application de poker ou une application vraiment sensible où vous avez vraiment besoin que les probabilités soient les vraies, mais vous avez quand même quelque chose d'assez proche. Et là, quand on augmente encore l'ordre de votre générateur de base, il passe à 50 000 ici, vous pouvez vous apercevoir que le rapport entre les grandes et les petites probas diminue encore. Donc tout ça pour dire que, en pratique, on a le droit de considérer qu'un générateur d'ordre réduit reste uniforme, à condition de considérer un générateur G de base d'ordre le plus grand possible. Et ça tombe bien parce qu'on sait par exemple, le générateur standard, donc celui qui est appelé par rand, eh bien il possède un ordre très grand. Voilà, donc si vous faites par exemple une génération de pile ou face, donc quand vous faites une génération de pile ou face, en fait vous avez un ordre visé qui est de 2. Pile va être codé par 0, face par 1, donc vous faites un modulo 2. Vous avez une probabilité qui est vraiment uniforme. Vous avez peut-être une décimale de différence très très loin dans les probabilités, donc qui va varier en fonction de la parité de votre ordre initial, et ça c'est totalement négligeable en pratique évidemment. Voilà, donc en pratique, vous avez le droit de réduire l'ordre d'un générateur sans aucun problème. On arrive maintenant dans la deuxième partie du cours, on va voir des exemples de générateurs, justement. Des exemples de générateurs de nombres. Alors, on ne va pas démontrer qu'ils sont uniformes ou pas. Vous allez voir qu'il y en a certains qui sont clairement pas uniformes, et d'autres qui le sont sans doute, mais ça fait appel à des théories mathématiques assez avancées, et c'est vraiment pas le cadre, c'est vraiment pas l'objectif de ce cours. Ok, première remarque ici. Vous savez tous qu'un ordinateur, c'est une machine déterministe. Ça veut dire que, en théorie,
si votre ordinateur n'est pas défaillant, hein, s'il est matériellement cohérent, qu'il n'y a pas de problème conceptuel, si vous appelez 2 fois un même programme dans les mêmes conditions, eh bien vous avez le même résultat. Voilà, vous avez des programmes, vous lui fournissez les mêmes entrées, le disque dur est dans le même état, les processus, le système est dans le même état, bah, votre programme va donner les mêmes sorties. Donc en fait, d'un point de vue théorique, si vous avez une machine parfaite, une machine déterministe, vous ne pouvez pas implanter un générateur aléatoire d'entier. Il faudrait par exemple avoir une machine qui soit connectée à un système physique dans lequel il y aurait un aléa. Bon, ça commencerait à faire des choses qui existent, mais qui sont un peu plus, plus compliquées à appréhender. En tout cas, qui sortent du domaine mathématique, informatique pur et qui rentreraient dans la physique. Chose qui pourrait être très intéressante, mais c'est vraiment pas le cadre de notre étude d'aujourd'hui. Donc nous, la seule chose qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est de fournir une fonction qui semble se comporter de manière aléatoire. En fait, elle n'est vraiment pas aléatoire. Là, votre générateur, il est déterministe. Il va le rester. Mais il a un comportement tellement particulier qu'il va donner l'illusion d'être aléatoire. Et même mathématiquement, quand on va faire des analyses statistiques sur les valeurs renvoyées par votre procédé, il va se comporter de manière très très proche d'un système aléatoire. Donc c'est ça qu'on va essayer de considérer. Alors nous ici, les entiers qu'un générateur va appeler, ça forme une suite. D'accord ? Donc si vous appelez de manière consécutive votre générateur aléatoire, vous obtenez une suite d'entiers. Et la suite que vous renvoie votre générateur aléatoire s'appelle une suite d'entiers pseudo-aléatoires. D'accord ? Donc voilà. C'est comme si vous lancez plusieurs fois le dé, vous faites plusieurs lancers, et vous notez sur un carnet votre suite d'entiers. Donc vous avez en fait une suite infinie, hein, parce que vous pouvez lancer votre dé une infinité de fois, et on s'intéresse évidemment qu'à des troncatures de cette suite qui se terminent à un instant donné, pour faire des raisonnements dessus de manière finie. Voilà. Donc le principe de fonctionnement général est le suivant. Un générateur pseudo-aléatoire d'entiers, petit g d'ordre n, il fonctionne comme ça. Vous avez une graine. Alors une graine, en fait, c'est la donnée du passé de votre générateur. Alors le passé, pour certains générateurs, ça peut être juste le dernier nombre. Pour d'autres, ça peut être tous les nombres précédents. Pour d'autres, ça peut être les 3 derniers. Voilà, vous avez tout un tas de variantes différentes suivant la conception de votre générateur. Donc la graine, c'est une suite d'entiers qui vous sert en fait à initialiser votre génération future. Et l'idée, c'est que lorsque vous appelez votre générateur pour la r-ième fois, il va vous renvoyer donc un entier, voilà, pour des raisons techniques, indexé par L plus R, qui est calculé à partir des entiers précédents. Donc peut-être qu'en pratique, il y a quelques entiers qui sont muets ici, c'est-à-dire on ne va pas tous les regarder, mais d'un point de vue théorique, ils pourraient être tous consultables. C'est-à-dire que par exemple, le prochain entier, ce serait, mettons, je dis au hasard, la somme de tous les précédents. Alors évidemment, ce ne sera pas du tout aléatoire, mais ça vous donne une idée. Donc évidemment, on va employer une règle spécifiée pour calculer le prochain entier, G indice L plus R à partir des précédents, et c'est justement cette règle-là qui est importante, et qui, dans sa définition, va être conséquence d'un générateur aléatoire performant ou d'un générateur aléatoire mauvais. Voilà. Donc G va produire cette suite d'entiers, donc G indice L plus 1 quand vous l'appelez pour la première fois, G indice L plus 2 quand vous l'appelez pour la deuxième, jusqu'à l'infini. Voilà, donc on va faire des exemples maintenant de ce qu'on peut avoir. Avant de faire un exemple, on va juste donner très rapidement les principales qualités qu'un générateur pseudo-aléatoire doit avoir. Alors tout d'abord, on veut qu'il soit uniforme. Encore une fois, quand vous avez un générateur uniforme, vous pourrez le modifier. Alors on n'explique pas exactement comment dans ce cours-là, mais c'est tout à fait possible de le modifier pour qu'il devienne non uniforme. Mais l'inverse est plus difficile. On veut que ces périodes, alors la période d'un générateur aléatoire, c'est un cycle dans sa génération.
Bah oui, parce qu'en fait, il y a forcément des cycles, parce que si votre générateur, pour calculer la prochaine valeur, regarde les valeurs précédentes, un certain nombre de valeurs précédentes, eh bien, il aura potentiellement le même passé à un endroit dans le futur qu'il a eu avant. Et donc, il va périodiquement répéter et répéter encore les mêmes sous-suites d'entiers. Sauf si vous avez un générateur d'ordre infini, mais bon, ça reste pas du tout implantable, en tout cas dans des langages comme le C. Donc ça, on oublie pour l'instant. En tout cas, pas de manière implémentable de manière immédiate. Donc vous pouvez avoir des périodes, c'est-à-dire des cycles dans la génération de répétitions. Donc c'est pas du tout un problème qu'il y en ait, hein, mais il faudrait qu'il y en ait justement le moins possible, ou en tout cas que le cycle soit le plus grand possible. Hein. Si vous rentrez dans un cycle, mettons 4-2-1, 4-2-1, 4-2-1, c'est un peu limité comme génération. Il y a également un troisième point important qui est la sensibilité à la graine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des valeurs initiales de paramétrage qui fourniraient des mauvaises suites d'entiers. Donc il peut y avoir une existence de ce qu'on appelle des mauvaises graines. On peut également avoir des corrélations trop prévisibles entre l'entier engendré et ses précédents. Donc ça veut dire en gros que votre générateur aléatoire est craquable. Vous pouvez simplement prédire la prochaine valeur en connaissant les précédents. Donc si vous êtes en train d'implanter un site de poker en ligne et que votre générateur est craquable, ça va poser des gros problèmes, hein, des gros problèmes d'équité. Hein. Vous allez avoir des possibilités de... Je ne sais pas si on peut appeler ça de la triche, mais je pense que oui, de prévision justement dans le jeu qui ne serait pas du tout souhaitable. Et dernier point, vous avez des techniques avancées pour savoir si votre générateur est bon. Alors ça s'appelle des analyses de distribution en haute dimension. Donc ça fait appel à des théories mathématiques qui sont très intéressantes, mais qu'on va laisser de côté ici. Donc, ça vous permet d'avoir des indices, en tout cas des bonnes indications si votre générateur aléatoire a des chances d'être bon ou pas. Alors évidemment, il n'y a pas besoin de savoir tout ça pour écrire des générateurs aléatoires qui sont compétitifs. Alors voici une première méthode. C'est la méthode du carré médian. Alors là, vous avez ici la définition formelle. Je vais vous expliquer ça intuitivement, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Vous prenez en fait une graine. Donc ici, une graine, c'est un nombre compris entre 0 et 10 000 moins 1, 9999. Donc c'est-à-dire que l'ordre de votre générateur va être 10 000 ici. Voilà. Donc, pourquoi pas. Vous partez d'un entier, donc compris entre 0 et 10 000 moins 1, c'est votre graine. Et pour calculer la prochaine valeur, eh bien vous prenez exactement les deux chiffres du milieu, en base 10. Les deux chiffres du milieu, c'est exactement ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Et vous élevez ceci au carré. Donc si je fais 23 au carré, j'obtiens, alors en théorie, 529. Voilà, donc c'est mon prochain nombre engendré, c'est-à-dire si j'appelle le rand, ça me donne 529, et si je l'appelle encore, eh bien je répète ce processus-là, les deux chiffres du milieu c'est 52, alors vous imaginez que vous avez un 0 virtuel ici. 52 au carré, 2704, et ainsi de suite, 70 au carré, 4900, et vous continuez la génération comme ça. Là on peut s'apercevoir que vous obtenez un moment 8100, ça vous donne 10 au carré pour le prochain qui donne 100, et 100 ça redonne 100, et ainsi de suite. Donc là vous avez un problème un peu de génération parce que vous avez des périodes qui sont trop courtes, vous avez des cycles qui apparaissent qui sont vraiment pas très jolis ici. Et vous avez également des mauvaises graines comme un autre exemple flagrant, c'est 3733 qui donne des zéros au bout d'un moment. Donc ça c'est un mauvais générateur aléatoire, mais ça fait un bon exemple parce que là vous avez une graine et l'exemple de la prochaine valeur qui dépend juste de la précédente. Un autre générateur possible, c'est un générateur additif modulaire. Alors ici, une graine, c'est un triplet de valeurs. Un triplet de valeurs comprise ici entre 0 et n-1. Là, on est plus générique. Là, tout à l'heure, on avait n qui est égal à 10 000. Là, vous pouvez avoir n qui est aussi grand que vous le souhaitez. Et ici, pour générer la prochaine valeur GI,
eh bien vous allez regarder les 3 valeurs que vous avez générées précédemment, en considérant que les valeurs des graines sont des valeurs précédentes, pour avoir une description homogène. Donc la prochaine valeur, GI, c'est la somme des 3 précédentes modulo n. Oui, parce que si vous faites la somme, vous pouvez très bien dépasser en fait votre limite, et vous réduisez ça modulo n. Voilà, donc un petit exemple ici, là j'ai pris n égale à 211, et la graine 1, 1, 1. Donc au début, ma valeur, c'est 1 plus 1 plus 1 modulo 211, donc ça me fait 3. Donc là, vous voyez qu'au début, vous avez une espèce de suite de Fibonacci, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire que vous avez que la valeur d'un terme, c'est la somme de ces 3 précédents. Donc 17, c'est par exemple égal à 3 plus 5 plus 9. 31, c'est 5 plus 9 plus 17, et ainsi de suite. Et là, on a un exemple où on a 20 ici parce que vous avez obtenu la réduction modulo 211, qui n'avait pas d'effet pour l'instant parce qu'on était trop petit. Donc on a bien 20 qui est égal à 105 plus 193 plus 144 modulo 211. Et ainsi de suite, donc ça vous fait un générateur qui marche comme ça. Alors là, c'est un générateur qui n'est pas trop mauvais. Il se comporte plutôt pas mal en termes de cycle, etc. Mais il a des gros défauts, c'est-à-dire qu'il échoue quand même à pas mal de tests statistiques. Donc voilà, on va pas le démontrer, mais il y a pas mal de problèmes ici. Voilà, il y a des choix de graines qui peuvent poser problème, il y a le choix de n qui est assez significatif. C'est pas un défaut en soi que le générateur soit très sensible à n et à la graine, mais encore faut-il trouver au moins un exemple de bonne valeur qui vous offre un générateur le plus solide possible. Alors un dernier exemple, ici vous avez ce qui s'appelle les générateurs congruentiels linéaires. Alors eux, ce sont des bons générateurs justement. Ici on va mettre en jeu un produit. Tout à l'heure vous n'aviez que des sommes ici. Donc le problème de la méthode additive vient que il n'y a pas assez de complexité quelque part, de manière intuitive. C'est pas du tout une démonstration, mais il n'y a pas assez de complexité dans votre génération. Et là, l'idée, c'est qu'on va mettre en avant un produit, c'est-à-dire que là, votre graine dans ce générateur, c'est juste un entier compris entre 0 et n-1, donc on a une petite simplification par rapport à l'exemple de tout à l'heure. Mais pour calculer le prochain terme, on va faire le précédent multiplié par a, plus b modulo n, où a et b sont des constantes fixées une bonne fois pour toutes. Donc ça s'appelle congruentiel linéaire parce qu'en fait, vous avez ici une fonction linéaire qui est appliquée à votre une espèce de fonction affine appliquée à votre valeur précédente et vous considérez donc le modulo, donc la congruence par rapport à n. Donc là, vous avez ici quelques exemples. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la plupart des générateurs aléatoires dans des langages, le C inclus, ont exactement cette forme-là avec des A et des B qui sont bien choisis. Donc alors si je ne me suis pas trompé, ici je vous ai donné donc à vérifier les valeurs pour le C ici qui sont dans le rand. Donc voilà, ça peut se vérifier facilement, il suffit de comparer ce que renvoie le rand avec ce que renverrait ce générateur avec ces valeurs-là. Donc vous pouvez voir que vous avez n qui est égal à 2 puissance 32, petit a qui est cette valeur-là, et petit b qui est celle-ci. Alors ces valeurs-là n'ont pas du tout été prises de manière totalement aléatoire, si j'ose dire. Ces valeurs A et B possèdent des propriétés mathématiques de primalité, de relativité par rapport aux diviseurs qu'elles ont entre elles, et par n aussi, qui font que on obtient un bon générateur ici. Plutôt bon, et qui passe la plupart des tests statistiques. Très bien, et on va terminer maintenant ce cours en répondant à la question de l'introduction, en expliquant comment on utilise effectivement les générateurs aléatoires et comment on peut en implanter, tout simplement. Vous allez voir qu'il n'y a finalement aucun mystère. Alors, en C, donc là on revient au C parce que ce qu'on avait dit pour l'instant, on peut l'appliquer dans la plupart des langages. Donc là, en C, vous avez la fonction de stdlib qui s'appelle donc rand, qui prend pas d'entrée et qui vous renvoie un int. Et ça implante un générateur pseudo-aléatoire d'ordre randmax plus 1. Donc vous avez accès ici à la constante randmax. On va essayer d'ailleurs d'afficher sa valeur.
Voilà, donc ça va être %d rand max. Voilà, donc là, mon rand max, c'est cette valeur-là, vous voyez, qui est affichée ici. Très bien. Donc c'est un générateur aléatoire d'ordre rand max plus 1, qui est congruentiel linéaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et donc en fait, à chaque appel, il renvoie le prochain entier de la suite. Donc en fait, il y a un gros effet de bord quand vous appelez rand, c'est qu'il vous, d'une part, et ça c'est pas un effet de bord, il vous renvoie tout simplement la prochaine valeur aléatoire, mais en plus de cela, il change la dernière valeur qu'il avait calculée pour l'instant, de sorte qu'elle prenne pour valeur la nouvelle valeur renvoyée par le rand. Comme ça, il y a cette mise à jour qui se fait, et il peut donc vous calculer de proche en proche tous les entiers successivement. Alors vous avez une fonction qui s'appelle srand, S comme seed. Seed, ça veut dire graine en anglais, et donc ça vous permet effectivement d'affecter vous-même la graine que vous souhaitez pour votre générateur. Donc on va faire un petit exemple ici. Je vais enlever le srand ici, de toute façon je vous avais expliqué qu'il ne fallait pas le mettre et on va bien expliquer pourquoi dans quelques instants. Et on va enlever le rand max. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer en srand une certaine valeur, on va mettre 10 par exemple. Voilà, là je fixe en fait ma première graine qui a pour valeur 10. Donc j'exécute, en compilant avant, et j'obtiens cette suite d'entiers. Vous voyez là j'ai appelé rand. Alors j'ai pas vraiment appelé rand, j'ai appelé valeur aléatoire qui lui se base sur le rand. Mais voilà, ça revient au même. Ça c'est juste une espèce de réduction du rand d'ordre max moins min plus 1. Mais voilà, ça revient exactement à ça. Vous avez cette suite d'entiers qui est générée. Maintenant, si je réappelle encore mon programme, eh bien j'ai exactement la même suite. Ben, ça, c'est tout à fait normal parce que j'ai la suite qui dépend de la graine égale à 10. Je peux l'appeler avec 1 aussi, par exemple. Quand je l'appelle avec 1, j'ai cette suite-là. Tout à l'heure, j'avais 9, 2, etc. Maintenant, j'ai 9, 8. Je peux l'appeler avec une graine égale à 19, par exemple. Et j'obtiens une suite différente, 3, 2, 4, 4, etc. Et si je le relance, j'obtiens encore la même chose. Donc, vous voyez bien que quand vous fixez votre première graine, les autres, en fait, eh bien, sont identiques. C'est un petit peu, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est un peu comme l'ADN de votre générateur. C'est-à-dire que quand il va grandir, son allure elle dépend de son code génétique, en quelque sorte, de sa graine. Il n'y a pas de mystère qui va se faire plus tard. Alors la métaphore est évidemment pas bonne, mais c'est pour vous donner une idée intuitive. Donc en fait, nous, ce qu'on veut faire plutôt, là, c'est de générer comme première graine une valeur qui n'est pas aussi prévisible. Et donc pour ça, on va appeler la fonction time. Je crois que j'en parle. Ce stade-là, la fonction time, quand vous l'appelez avec nul, elle va vous renvoyer une valeur qui est le nombre de secondes écoulées par rapport à une certaine date. Donc vous voyez, je vais faire un printf de time. Vous allez voir ce qui va s'afficher. Donc on regarde juste ce printf là. Voilà, donc là j'ai un warning, mais on ne va pas trop en tenir compte. Vous voyez, donc là, j'ai des valeurs. Si vous regardez le dernier chiffre, en fait, il va grandir de seconde en seconde, en fait. Donc là, si je fais des appels très proches, ils sont dans le même intervalle de secondes, donc il n'y aura pas de changement. Et après, vous voyez, ça croît. Là, si j'attends un peu, ça va passer au moins à 25 ici. Parler un peu trop vite. 22. Là, ce sera peut-être à 26 ou 27. Voilà, vous avez ici une valeur qui dépend en fait du moment d'appel à votre programme. Et le référentiel depuis le début de cette valeur en secondes est fixé. C'est pas du tout fixé au lancement du programme, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. C'est fixé par rapport à une date antérieure, qui ne dépend pas du lancement de votre programme. Donc ça veut dire que je peux exploiter cette valeur-là pour la donner à la graine. Donc vous voyez là, je peux faire donc un srand de time de nul, compilation,
clear, et je lance mon programme ici. J'ai cette suite-là. Une suite différente. Parce que le nombre de secondes depuis le 1er janvier 70 a changé. Encore une suite différente. Et une suite différente. Maintenant, vous allez voir si j'appelle le programme 2 fois de suite très proche. Vous voyez que j'obtiens exactement les mêmes suites. Ben oui, parce que là, le srand, il aura fourni comme graine exactement des mêmes valeurs pour time. Donc il n'y a aucun mystère, ça marche exactement comme ça. Tout s'explique à ce stade-là. Et donc c'est pour cette raison que si vous mettez toujours cette fonction d'initialisation, pas dans le main, mais ici, lors de l'appel à votre fonction de génération, bah dans cette boucle-là, dans la boucle for, elle va être appelée, votre fonction valeur aléatoire, dans potentiellement le même intervalle de secondes, puisque vous avez un nombre d'opérations par seconde qui est extrêmement grand quand vous exécutez un programme, donc vous allez toujours avoir la même valeur qui va s'afficher ici, qui va être générée. Et là, toujours la même valeur qui est donnée. Donc c'est pour cette raison que mettre un srand dans une fonction comme ceci, c'est totalement faux. Donc à retenir, le srand, et j'insiste vraiment là-dessus, j'en ai parlé à certains de mes groupes de TP, mais évidemment pas à tout le monde, et donc c'est l'occasion de le faire. Le srand doit être fait le plus tôt possible et uniquement dans le main. Jamais ailleurs, sauf cas exceptionnel et contrôlé évidemment. Voilà. Donc j'espère que tout ceci élucide pas mal les questions qu'on avait mentionnées. Dernier point par exemple que je souhaite vous mentionner sur le srand, je pense que vous pouvez le deviner. Si vous avez un programme qui, mettons, vous êtes en train d'écrire un projet et vous êtes en train de débugger votre programme et vous avez un problème, un bug qui apparaît pour une donnée que vous avez générée aléatoirement et vous avez du mal à reproduire l'erreur parce que vous n'avez pas la bonne graine de génération, vous avez des données qui sont générées à chaque fois différentes et donc vous n'arrivez pas à remettre le doigt sur ce qui pose problème dans votre programme. Une bonne façon de faire pour avoir un comportement prévisible dans la phase de développement de votre programme consiste en fait à donner ici une valeur vous-même que vous spécifiez. En mettant un srand, mettons de 16 par exemple. Voilà, vous fixez le srand et comme ça vous avez un comportement qui est déterministe pour toute la suite de votre développement. Et donc si une erreur arrive, vous pourrez facilement la générer une nouvelle fois pour simplement pour la corriger. Voilà, donc petite astuce à bien retenir. Et on va terminer ce cours par une implantation possible du rand. Donc ici, on a fait un module. Vous allez voir, il n'y a vraiment aucun mystère. Vous avez donc le fichier .h donc d'en-tête. Je vous rappelle, vous avez toujours un .h et un .c pour un module, sauf le module main qui est une exception. Ici, vous avez donc les macros de protection, petite révision. Là, on définit les paramètres de notre générateur. Donc là, on a l'ordre. On a décidé de prendre 32 768, qui est une puissance de 2, moins 1. On a ici le petit a, là on a le petit b. Voilà, on a pris des valeurs... Là, ici, j'ai pris des valeurs qui ne sont pas trop mauvaises, mais qui sont loin d'être parfaites. Et là, je prends ma graine par défaut. J'appelle ça rand perso graine. Et on a deux fonctions dans notre interface. J'ai la fonction de rand, qu'on appelle rand perso pour ne pas écraser le rand préexistant. Et on a le srand perso qui prend une graine et qui fait qui joue le même rôle que le rand classique. Et c'est simplement codé comme ça. Là, vous avez donc pour le rand, pour notre premier ingrédient ici, c'est une variable globale, donc qui s'appelle valeur rand, qui va contenir exactement à chaque instant de l'exécution de votre programme la dernière valeur qui a été générée. Je vous rappelle qu'on a besoin de cette valeur-là parce qu'on a affaire à un générateur congruentiel et donc on a besoin de connaître la valeur précédente pour obtenir la suivante. D'accord ? Pour générer le 2165 ici, là, j'ai besoin de la précédente pour lui appliquer cette opération.
donc je dois la stocker quelque part. Et c'est stocké exactement dans valeur rand. Pour des raisons techniques, j'ai des unsigned int. J'aurais dû mettre unsigned int ici à la place, c'est une petite erreur, une petite imperfection, mais qui ne nuit pas à la compréhension ici. Alors ensuite, mon rand perso, comment il marche? Je écrase la valeur rand en lui appliquant l'opération de congruence linéaire ici, donc valeur rand reçoit valeur rand fois rand perso A plus rand perso B, qui sont définis dans le point H, modulo l'ordre. D'accord? Donc comme ça, on a fait notre effet de bord qui met à jour la valeur précédente, et on renvoie eh bien, la valeur ainsi calculée. Voilà. Donc tout simplement pour le rand, et le srand, bah là c'est très simple, le srand, vous pouvez deviner assez aisément que ça recopie l'argument graine dans la variable globale valeur rand, pour simplement initialiser votre graine comme vous souhaitez le mentionner. Voilà. Donc ici vous avez une petite remarque sur le déterminisme. Je l'ai fait la remarque tout à l'heure pour tout ce qui était débugage. Donc vous pouvez aussi faire des implantations propres avec des macros. Donc je vous laisse lire ça tranquillement, je ne vais pas le détailler. Vous allez avoir les diapos qui vont être sur le site, sur la page web consacrée au cours. Donc ça, je vous laisserai regarder. Et donc le cours s'arrête là. Donc un petit chapitre d'ouverture sur la génération aléatoire qui est important déjà pour savoir un petit peu comment ça marche en interne et surtout pour bien savoir utiliser les fonctions de rand, que ce soit en C, mais finalement dans n'importe quel autre langage. Voilà, donc j'espère que c'est à peu près clair. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, que ce soit par mail, sur Discord ou sur la plateforme e-learning, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, travaillez bien et à très bientôt.